vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonjour et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. La Tribune de Genève met en lumière le street art en Irlande du Nord. Selon le journal, l'art mural de Belfast prend aujourd'hui le contre-pied de décennies de fresques illustrant un conflit sanglant. L'art de la paix en lieu et place de l'art du conflit, avec l'idée que les street artistes actuels font écho à la majorité silencieuse, celle qui ne vote pas parce qu'elle en a assez d'un establishment défaillant et de la tyrannie d'une petite minorité obsédée par les divisions communautaires. Les titres de votre 20h. Faut-il avoir peur du CETA? C'est le débat de votre 20h avec les journalistes Sandra Alphonse et Sébastien Pisagne. Metteur en scène, comédien, il revient sur les planches avec La Tempête de William Shakespeare. Paul Grenier est l'invité culture de Pendant le 20h. Philippe. Salut mon cher Paul. Salut. Comment vas-tu? Comme un gars qui a joué hier soir. Oui, parce que ça a commencé. Hein. Hier soir, tout à fait. Ça a commencé La Tempête de William Shakespeare et ça se passe jusqu'au 11 mars à Ajaccio. Alors théâtre, marionnettes, géantes, masques, vidéo, musique, Mister Pop. À la musique, à la création musicale. La singularité artistique de Paul Grenier s'exprime pleinement dans le texte de Shakespeare? Oui, dans ce choix-là, oui, parce qu'on a un projet de tournée estivale de Lille. Et on avait envie de choisir une pièce qui était à la fois tout public et joyeuse par les temps qui courent. Alors justement, sur cette pièce, sur ce texte de Shakespeare qui a été nombreuses fois adapté, y compris au cinéma, il y a de la folie, il y a de la fureur. Quelle intention as-tu mis? Alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien, on va pas faire le faux semblant télévisuel. Quelle intention as-tu mis dans ta mise en scène? Le point de départ, déjà, de jouer cette pièce à 4 acteurs. C'est essentiel dans la création de ce projet. Donc, j'ai réduit le nombre de personnages à 16. Donc, ça nous fait 4 rôles chacun. Avec une envie de voir les spectateurs jubiler du fait qu'on soit obligé de courir d'un personnage à l'autre pendant la soirée. C'est-à-dire que la scénographie, ta mise en scène, elle est vraiment au cœur du dispositif narratif? Véritablement? Oui. Alors, le théâtre, c'est important aussi chez le théâtre, le décor avec la machinerie, les ficelles, tout ce qui peut faire rêver les spectateurs. Et donc, on a recréé une sorte de deal, bateau, etc. Et voilà, on nous voit courir effectivement d'un médium à l'autre parce que, comme tu as dit, masques, vidéos, etc. On va évoquer le théâtre, évidemment. Le lien entre culture et éducation, souvent nous en parlons tous les deux. Tu la fondes en 1993 et il y a toujours ce lien essentiel, ce fil d'Ariane dans ton parcours, l'éducation populaire même, artistique, et la création. C'est les deux piliers. D'être en Corse depuis 30 ans, au départ, c'était une envie de faire du théâtre aux 4 coins de l'île et d'amener cet art à des gens qui n'ont pas nécessairement accès à cet art. Donc, c'est une démarche d'aller vers les gens. Ça, c'est quand même très important. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi là-dedans un aspect un petit peu de culture. Mais je me rends compte ces derniers jours, en parlant de Shakespeare autour de moi, que Shakespeare, enfin, on va dire dans le sud de l'Europe, est lié plutôt à un auteur de tragédie. On pense à Hamlet, à Macbeth. Ouais, alors qu'en fait, c'est un auteur de comédie. Et j'ai choisi La Tempête parce que c'est une comédie. Parce que c'est une comédie. Tout à fait. En quoi ce texte est contemporain? Alors quand je dis contemporain, c'est en quoi il dit quelque chose aussi de nos sociétés contemporaines. Je l'ai dit, il y a du bruit, de la fureur, il y a de la comédie, évidemment, tu l'as souligné. Mais on a le sentiment que ce texte, il en porte vraiment tout. Il y a les rapports sociaux, les rapports humains au cœur de ce texte. Bon, j'ai choisi La Tempête, je pense, entre autres, parce que ça se passe sur une île. Alors évidemment, ici, ça a des résonances qui ne sont pas les moindres. Et au niveau des thématiques, c'est vrai qu'il y a le monde réel et le monde invisible. Donc j'aime bien l'aspect fantomatique, avec des esprits qui apparaissent, des choses comme ça. Et c'est une pièce aussi qui commence par une envie de vengeance qui se transforme en fait dans quelque chose qui est plus de l'ordre du pardon et de la joie et quand même d'une victoire de l'amour. Je trouve que par les temps qui courent, c'est pas mal. C'est tous les sentiments humains qui traversent la pièce. D'une manière générale, Paul, est-ce que tu considères que les metteurs en scène, que les artistes doivent poser un regard
politique. Alors quand je dis politique, entendons-nous bien, tu le sais, c'est vraiment les affaires de la cité, s'intéresser aux affaires de la cité, sur les textes qu'ils portent, ou est-ce qu'on est embarqué dans la galère, dans une sorte de galère du quotidien. La galère de son temps, c'est une vieille phrase d'Albert Camus. Alors est-ce qu'il faut être politique, ou est-ce qu'on n'a pas le temps de l'être? Est-ce qu'on adapte simplement? Pour moi, le théâtre, il est politique. Forcément, puisque je repense toujours à l'Agora, à partir du moment où un homme, une femme se lève devant des gens et prend la parole, au nom des autres, c'est un acte politique. Alors le théâtre, c'est aussi un acte poétique, donc ça va entre les deux. On est là pour faire rêver, parce qu'effectivement, on peut questionner le monde. Je fais aussi du théâtre, peut-être. J'ai un autre projet qui s'appelle J'ai pas à vous parler, sur lequel on reviendra plus tard, dans les prochaines semaines peut-être. Tu reviendras ici avec Jérôme Camille, l'auteur du texte. Où là, on est plus de l'ordre du théâtre social, où on questionne une thématique précise. Dans Shakespeare, il y a tous les thèmes de la société, de la vie. Mais on est là aussi pour rêver et pour faire rêver. Le théâtre, c'est important que ce soit un lieu aussi du rêve et je dirais d'un hymne à l'imaginaire. C'est très important. Il y a d'une part le rêve avec Shakespeare et l'autre la réalité souvent difficile, âpre, dure, que tu vas nous proposer dans quelques semaines ici sur le plateau avec Jérôme Camille. Quel mot préfères-tu pour définir ton travail? Tiens. Oui, je dirais, c'est le premier mot qui me vient, c'est faire rêver. Ce sont deux mots. Expression, d'accord. Faire rêver parce que, pour moi, un spectacle réussi, c'est un spectacle duquel sort un spectateur qui se réjouit d'avoir vu des choses. Mais en gros, le travail, c'est lui qui l'a fait. C'est-à-dire que c'est lui qui a vu. On est là, on ne montre pas tout. Mais à partir du moment où le spectateur voit et se met à rêver, il est heureux parce que ça le renvoie à sa possibilité, sa capacité à transformer le monde. C'est un art de la transformation. Voilà l'autre mot qui est important. Transformation. L'art est là pour transformer le monde et nous être utile dans un quotidien qui est parfois peut-être un peu difficile. Je rappelle La Tempête de William Shakespeare par notre invité Paul Grenier jusqu'au 11 mars à Ajaccio. Et tu reviendras sur ce plateau, je l'ai dit, avec Jérôme Camille, journaliste Jérôme Camille, pour la pièce, pour votre travail autour intitulé « J'ai pas à vous parler ». Merci mon cher Paul Grenier. Merci à vous. Et je te dis à très vite, en avril donc. Merci. Le Parlement européen a approuvé en février le traité de libre-échange avec le Canada, appelé CETA. Que va-t-il changer pour le citoyen? Faut-il en avoir peur? Les points de vue des journalistes Sandra Alphonse et Sébastien Pisani. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. C'est pas grave. Sébastien Pisani, vous le connaissez, journaliste encore ce matin. Il vient régulièrement ici débattre. Et Sandra Alphonse, que vous connaissez évidemment également, Aria Magazine, et qui vient maintenant pendant le 20h, qui va venir régulièrement ici pour apporter son regard sur les sujets que nous traitons. Alors, nous étions avec Paul Grenier, le Canada, évidemment, Paul Grenier, c'est de là où il vient. Et on va poursuivre avec le Canada. Oui, le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, s'applique à peu près à hauteur de 90% depuis quelques jours seulement. Le texte doit désormais, et là ça va être un peu plus difficile, passer devant les 38 parlements régionaux ou nationaux. Et il comprend, c'est important d'expliquer l'esprit de ce traité, il comprend une augmentation des échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada, une baisse des droits de douane et une simplification des procédures. Faut-il avoir peur du CETA, mon cher Sébastien? L'époque vous paraît donc à ce point anxiogène, Philippe. Faut-il en avoir peur? Il faut l'aborder avec énormément de précautions et d'ailleurs on l'a vu, il y a énormément de mouvements de citoyens qui sont mis en place en Europe, notamment en France, par rapport à cet accord de libre-échange qui pouvait donner la sensation d'être d'essence hyper néolibérale ou que sais-je encore. Bon, on est simplement là, pour moi en tout cas, dans le cadre d'une démarche qui a été quand même relativement bien construite, qui visait à encadrer le commerce avec le Canada, des liens
privilégié. Et je crois qu'en ces temps où finalement l'économie est compliquée, notamment dans notre pays, mais à l'échelle de l'Union européenne, peut-être pas plus mal aussi de pouvoir donner à nos entreprises de nouvelles perspectives. Vous l'avez dit, ou on va le dire, il y a des droits de douane, je l'ai dit, des droits de douane qui sont assouplis. Qui sont assouplis, la possibilité de se positionner sur des marchés publics notamment. Et on a toujours tendance à considérer que ça ne va concerner que les grosses entreprises, pas du tout. Il y a tout un tas de PME, je ne sais pas s'il y en aura en Corse en l'occurrence, mais il y a tout un tas de PME françaises qui peuvent potentiellement se positionner. Donc moi, j'ai plutôt un œil assez favorable là-dessus. Alors, on reviendra sur les points essentiels du CETA, mais alors, protectionnisme face au libéralisme, alors vous êtes côté libéraux ou plus protectionniste, ma chère Sandra? Alors, j'aurais tendance à rejoindre le point de vue de Sébastien. Il a été un petit peu diabolisé, ce traité. En fait, il y a eu, et c'était nécessaire certainement, une focalisation sur certains points particuliers, qui étaient notamment la question de l'agriculture, oui, la question de la protection des appellations d'origine protégée, la question également de l'environnement, la question des services publics, et de nombreuses inquiétudes ont été soulevées. Je pense que lorsqu'on s'en réfère au texte proprement dit, et notamment au document interprétatif commun du 27 octobre 2016, auquel je renvoie nos téléspectateurs, certaines inquiétudes peuvent être levées. Alors, on va voir si certaines inquiétudes sont levées tout de même, parce que je vais essayer de vous repousser dans vos retranchements, mes chers amis, les points importants du traité. Alors, selon le rapport, justement, de l'Union européenne, qui est disponible sur le site de l'Union européenne, un mouvement, cela permettrait, le CETA, un mouvement économique très fort, créateur d'emplois. Il y a d'autres questions un peu plus difficiles, OGM, bœuf aux hormones, etc. Sur le court terme, peu d'inquiétude, paraît-il. Mais sur la durée, cela posera peut-être un problème parce que les OGM, tout cela, c'est la norme. Oui, Sébastien, je sens c'est la norme au Canada. De fait, cela, avec la facilité des échanges, il faudra être très prudent. Côté agriculture, la concurrence va être accrue, mes chers amis, ce qui inquiète les petits producteurs et sur les appellations d'origine contrôlée. Sur les 1400 que compte l'Union européenne, seules 143, dont 42 françaises uniquement, seront protégées au Canada. Et évidemment, vous me voyez venir. Alors c'est un peu vaste, on va y revenir, mais enfin je voulais quand même, parce que je ne suis pas non plus, et vous le savez, un néolibéral patenté, je voulais rendre un grand hommage, à nos amis. Ah oui. Parce que si je trouve cet accord si bon aujourd'hui, c'est parce que nos amis wallons sont aussi passés par là. Rappelez-vous, ils ont limite un peu bloqué. Il y a eu en tout cas des négociations très très serrées avec la Commission européenne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne leur plaisaient pas dans le document initial. Et grâce à ces négociations, il y a des choses sur lesquelles on a avancé. Vous parliez d'agriculture. Il y a un certain nombre de clauses qui visent à garantir, par exemple, ça c'est un point qui me paraît très important, que dans le domaine agricole, des entreprises américaines, des États-Unis, ne passent pas par leur filiale canadienne pour inonder le marché européen. Lorsqu'il y a également des tensions sur le marché agricole européen, il y a la possibilité de tirer un peu la sonnette d'alarme et que l'Union européenne aide ses producteurs. Donc vous voyez quand même, les Wallons, ils ont été assez malins, moi je trouve, sur un certain nombre de points, notamment sur celui que vous n'avez pas évoqué, des tribunaux arbitraux. Mais ça, les multinationales qui pourront attaquer désormais les États s'ils jugent qu'ils sont lésés par une réglementation intérieure. Ça a été repoussé. Pour l'instant, ça ne s'applique pas. J'espère que ça ne s'appliquera pas trop. En ce qui concerne le point plus particulier des appellations d'origine protégée, notamment pour nous, la Corse. Pour le brooch, notamment. Il faut savoir qu'actuellement, au Canada, enfin, en dehors de cet accord, c'était le désert législatif de ce point de vue. Le Canada ne reconnaissant que les marques et non pas les appellations d'origine protégée. Donc, si vous voulez, cet accord, même s'il est imparfait, même si effectivement... Mais c'est important de dire qu'il est imparfait, parce que c'est là aussi où vous clivez. Bien entendu. Même s'il est imparfait, même s'il peut être sujet à amendement, ce qui pourra être éventuellement le cas, il ne faut pas oublier qu'il introduit une brèche dans un système législatif qui... maintenant, à l'heure actuelle, permet absolument toutes les contrefaçons, et pas seulement en termes de produits agricoles. Non, puis on a sorti la grande fanfare, là. Bon, je ne suis pas sûr que nos amis canadiens s'apprêtent à faire du brooch, pour être très clair. L'enjeu, il était pourquoi le brooch sur autre chose. Rappelez, Sébastien, pourquoi le brooch? Parce que justement... il y a une appellation d'origine contrôlée depuis 1983. Et puis c'est normal qu'on veuille la défendre, et puis c'est un noble produit. Mais sincèrement... Et il n'est pas dans le traité. Voilà, mais là on est sur une autre échelle. Nos amis
canadiens, eux, ils regardaient plutôt du côté du jambon de Parme ou du parmesan. Oui, c'est vrai. Là, il y a beaucoup plus d'enjeux commerciaux. Donc, à un moment donné, le brooch était un peu de la tarte à la crème dans l'histoire. Il y a d'ailleurs des appellations européennes qui devront cohabiter avec leur contrefaçon canadienne qui existe déjà. Donc il y en a au moins 3. Donc effectivement, là, on se heurte à la réalité concrète. Il fallait absolument introduire la possibilité pour les produits européens d'avoir une protection minimale qui n'existait absolument pas jusqu'à présent. Maintenant, il faudra sans doute l'étendre. Peut-être que c'est là justement le combat à mener pour la suite du processus d'application et de ratification. On n'en est qu'à une application provisoire de certaines dispositions. Tout à fait. Mais c'est quand même 90%. Hein. Oui, 90% pour ce qui relève des compétences exclusives de l'Union européenne. Exactement. Exactement, sachant, on va le rappeler, que maintenant, il faut qu'il soit validé par 38 parlements nationaux. Le 100%, je pense qu'on y arrivera seulement que dans quelques années, si on y arrive un jour. Je suis d'accord avec vous. Très long. Sur la philosophie, vous le savez, Sébastien, vous allez commencer à me connaître maintenant, Sandra. J'aime bien, moi, la philosophie, l'esprit général des textes, des débats que l'on vous propose. Juste pour donner l'idée, le CETA, le libéralisme, la globalisation. Voilà ce que dit Pascal Lamy, l'ex-patron de l'OMC. Ce traité est il va vous faire plaisir, Pascal Lamy, mon cher Sébastien. Ce traité est un exemple rare de globalisation bien maîtrisée. Je ne sais pas si je suis labien, entre guillemets, dans mon approche, mais bon, attention, je l'ai trouvé très dur vis-à-vis des Wallons, justement, lorsqu'ils se sont un peu rebellés. Donc, c'est là où je marque peut-être une petite différence. Maintenant, effectivement, donnons une vraie chance à ce traité. Bon, puis il faut mettre les choses en perspective. Les Canadiens, c'est combien? Allez, 58 millions, je crois, 53 millions d'habitants. Nous, c'est plus de 500 millions en Europe. Je veux dire, notre économie ne va pas être complètement bouleversée. Moi, je trouve que c'est assez intéressant ce qui est en train d'être mis en place. Et puis, Dieu sait qu'il faut défendre nos économies nationales, mais trop de protectionnisme, parfois, ça finit par me déranger aussi. Moi, par exemple, le protectionnisme à la mode Trump, ça me fait pas rêver. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui a peut-être un peu déplu à François Hollande et à son gouvernement suite à l'abandon des négociations. Alors après le point philosophique, je vais peut-être introduire le point pragmatique. Hein. Il y a des exportations à la clé quand même, il y a une fluidification des échanges possibles, il y a aussi le fait que l'Union européenne ne peut pas décemment, en étant un ensemble qui a été conçu pour cela aussi, ne pas commercer avec le reste du monde. Donc quand on fait un petit peu le tour, il me semble important qu'en ces temps de crispation dans certains endroits très importants, on puisse avoir cette facilité de commerce, toute réserve étant émise par rapport à l'application proprement dite, avec un ensemble aussi important que l'ensemble canadien. Alors, mais je vais tout de même forcer le trait. L'idée du protectionnisme face au libre-échange, face au libéralisme sauvage. J'ai dû utiliser l'expression libéralisme sauvage. Je ne sais pas si j'aurais dû, mais en tout cas, vous entendez bien de la part on le voit dans l'ensemble des enquêtes d'opinion. On le voit dans la montée de certains populistes à travers l'Europe, notamment, et dans le bassin méditerranéen, les amis. Est-ce que c'est pas ça la question? Est-ce que la question, c'est pas le protectionnisme face au libre-échange aujourd'hui? Elle est portée par Trump. Oui, mais parce que vous venez d'utiliser une expression très intéressante, libre-échange sauvage. Justement, là, on l'encadre. On l'encadre. On met des garde-fous très clairs. On va voir comment les choses vont véritablement s'opérer, mais je vous dis que le pôle Nord ne va pas passer au pôle Sud et inversement. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure, quand vous avez posé la question, sur ce registre de l'époque anxiogène. Bon. Méfions-nous, peut-être, mais soyons quand même un peu volontaires. Alors, on va juste décrypter tout de même ce vote. C'est intéressant, toujours, de décrypter les votes, également au Parlement européen. Alors, pour l'adoption du CETA, 408 voix pour, 254 voix contre, 33 abstentions. La majorité a été adoptée parce que l'on nomme le cartel des droites, appuyé par une partie des sociodémocrates, des sens plutôt libéral. Ça vous surprend? Non. Comment on peut l'analyser, ce vote? Parce que c'est intéressant d'analyser des votes comme cela.
D'abord, c'est un vote plus serré qu'il n'y paraît, hein, parce que vous savez qu'il faut Vous avez la raison. majorité C'est bien de le signaler. absolue. Tout à fait. Donc c'est la moitié de 751, C'est la moitié. hein, donc 376 voix il fallait. Donc vous voyez que finalement le gap, c'est à une trentaine de voix que ça s'est joué. Donc finalement c'était quand même très très serré. Enfin, voyez, c'est les libéraux, c'est ça que je veux Oui, dire. ils sont libéraux, c'est bien sûr le cartel, oui, c'est la droite classique, on va dire, les conservateurs, les libéraux et comme d'habitude, parce que finalement, dans leur propre rang, ils ont eu quand même, si j'ai bien suivi, quelques défections. Notamment les partis, les socialistes français, Ouais. qui sont pas, qui n'ont pas. Mais ils ont reçu quand même le coup de main, effectivement, des socialistes européens. Quoi, Des socialistes européens. Il y a une forme de logique dans ce vote. Je le C'est une trouve. Europe plus libre-échange, marchande. Absolument, oui. Enfin, ça Et- questionne la construction européenne. Enfin, la construction, ça devient tellement une expression maintenant courante, mais la construction européenne qui ne cesse d'évoluer au fil des époques, mais ça questionne aussi l'Europe d'aujourd'hui, et de demain peut-être. Oui, je pense que ça vient se juxtaposer à toute une série de questionnements sur la cohésion européenne, sur sa finalité, sur sa viabilité. Effectivement, ceci explique sans doute cela et probablement certaines inquiétudes. Mais ce vote me paraît, somme toute, compte tenu de la composition que vous évoquez, de sa décomposition, si on veut, Très juste. il me semble assez logique. Très juste. Et on va, alors vous l'avez dit Sébastien, ça va être un peu plus repoussé, mais je voudrais quand même que l'on s'intéresse à cette directive au sein du CETA, les multinationales qui pourront attaquer un État, parce que c'est quand même très particulier, si elles se sentent lésées par une réglementation prise. Ça veut dire que le sous-texte, c'est que l'intérêt privé peut parfois primer sur l'intérêt des nations. Oui, ça pose véritablement question et ça mérite, c'est très bien qu'on ait un peu reculé la mise en place d'une mesure comme celle-ci. Oui. Je crois que vraiment il faut qu'elle soit évaluée très clairement. On a eu un exemple très précis, notamment du côté de l'Australie avec un célèbre cigarettier qui a attaqué l'Australie au moment du lancement par l'Australie du paquet neutre. Donc il faut bien sûr que les politiques publiques puissent continuer à s'appliquer normalement, mais à l'inverse. Les États non plus n'ont pas tous les droits. C'est normal aussi qu'une entité, parce qu'on imagine toujours la méchante multinationale, le vampire, et c'est aussi normal que quelque part il y ait une petite entité où les entreprises puissent aussi faire valoir leurs droits. À partir du moment où les juges sont bien indépendants, ça c'est très important. Et grâce à nos amis wallons, j'y reviens, nous avons quelques. Oui, non, mais c'est vrai, ce sont des juges nommés par les États, européens, par les partenaires européens, rémunérés par eux, qui viendront sans doute des juges sur le long terme, enfin permanents. Voilà, c'est important. Donc pas d'inquiétude à avoir pour nos agriculteurs corses, pour nos producteurs locaux. Alors peut-être pas au sens où on a voulu l'entendre par Moins moment, mais caricatural. voilà. Mais une nécessaire vigilance. C'est pour ça que je pense que certains mécanismes d'alerte, entre guillemets, étaient nécessaires, comme le texte de Barcelone, auquel a souscrit d'ailleurs la collectivité territoriale de Corse, en avril 2016. Il y a à un moment donné aussi la nécessité, je dirais même quasiment l'obligation, de signifier que les institutions régionales, territoriales sont attentives à ce qui peut se passer chez elles. Alors, vous connaissez la règle, Sébastien. Règle nouvelle pour vous, 40 secondes pour résumer sa pensée, donner ses arguments. Faut-il avoir peur du CETA? C'est la question du soir. Sébastien, c'est avec vous que je commence. Eh bien, vous m'avez senti presque plus belge que wallon, en tout cas, que canadien. J'ai aimé la position de nos amis wallons parce que finalement l'idée est celle-là. Moi, je trouve que l'idée d'encadrer des liens commerciaux, elle est excellente. À partir du moment où on a décidé qu'on avait un partenaire privilégié, ça fonctionne comme ça depuis l'Antiquité, que diable. Simplement, il faut savoir à un moment donné mettre des garde-fous précis. Je ne vais peut-être pas aller aussi loin que Monsieur Lamy, mais je suis pas loin effectivement de penser que c'est plutôt un bon accord qui est parti sur des bonnes bases, qui a été bien négocié, sans doute. On va voir comment il s'applique. J'ai été plus inquiet du côté du TAFTA, c'est-à-dire de l'accord américain, mais bon, celui-là, il semble être un peu enterré, donc allez, commerçons avec nos amis canadiens. On a souvent débattu autour du TAFTA et du CETA. Et le TAFTA, on en parle beaucoup moins. 40 secondes, Sandra. Faut-il avoir peur justement du CETA?
Alors, je vais peut-être dire exactement la même chose que Sébastien, mais Essayez avec de ne une pas le autre formulation. Je dirais qu'il faut laisser une chance au CETA. Et encore une fois, tout en ayant des mécanismes réguliers de vérification, peut-être envisager des amendements, peut-être revenir de façon pédagogique sur certains points, effectivement, cette négociation, il ne faut pas oublier ce terme de négociation, c'est un pas des uns vers les autres. Donc à un moment donné, il y a des nécessaires compromis. Ce traité peut peut-être même avoir, et là encore je reste prudente, valeur d'exemplarité. En tout cas, c'est ainsi qu'il est présenté par certains experts compétents. Alors nous avons essayé de décrypter en tout cas ce traité. C'est pas facile parce que c'était parfois, vous l'avez dit au début, confus notamment, mais enfin le manuscrit, enfin l'ensemble des éléments disponibles sur le site internet du Parlement européen. C'est intéressant de vérifier tout cela. J'espère que nous vous avons donné quelques pistes de réflexion. Vous pouvez revoir cette émission sur la page Facebook de France 3 Corse Vie Astée et également sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite. Évidemment, ça se passe pendant le 20h.